Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va reparler de l'insécurité affective. Et on va en parler différemment de la manière dont on avait traité ce sujet la dernière fois. Il faut savoir un petit peu se déplacer un peu par rapport à une problématique, prendre un angle différent. Tout est une histoire de prisme dans la vie. En fonction d'un prisme différent, on voit des choses différentes. C'est somme toute logique. Ce prisme, je voudrais qu'il nous permette de visualiser, si je puis utiliser l'expression, une situation bien précise. Il y a plusieurs manières d'appréhender l'insécurité affective. Là, on va le regarder par rapport à un ou une partenaire. On va se placer donc dans une perspective où votre partenaire, homme-femme, peu importe, il n'est pas pleinement engagé. Il ne s'engage pas pleinement. Ne s'engageant pas pleinement pour des raisons diverses et variées, X ou Y, la visée de W. Les raisons souvent invoquées, en règle générale, c'est « j'ai beaucoup souffert dans ma vie »,« j'étais encore en couple assez récemment »,« je ne suis pas sûr d'avoir tous les bons sentiments te concernant », voilà, on va retrouver un petit peu « j'ai peur de perdre ma liberté », voilà, encore faudrait-il en faire quelque chose de sa liberté. Voilà, c'est quoi être libre? Vous avez 4 heures, vous avez une vie, c'est quoi être libre? C'est quoi la liberté? C'est quoi être libre? Est-on réellement dans une vie libre? On va regarder donc cette situation. Est-ce que cela procure pour vous quand votre partenaire vous fait comprendre que non, il, elle, ne peut pas pleinement s'investir au nom de ce que j'ai invoqué tout à l'heure, c'est-à-dire des peurs, des craintes, des angoisses, la personne étant elle-même dans l'insécurité, parfois affective. Vous pensez bien que quelqu'un qui est dans l'insécurité affective, effectivement, soit va se jeter à corps perdu, les expressions sont très intéressantes je trouve, soit se jeter à corps perdu dans la relation et banco, tapis, comme on dit au poker, tout, elle mise tout, la personne, homme-femme, peu importe, elle mise tout sur la relation, soit ça, soit effectivement elle y va à tâtons, mais tellement à tâtons qu'elle avance pas. Voilà, d'une certaine manière, voilà. Ou elle avance mais avec la peur, et avancer avec la peur, c'est parfois utile, je dirais, mais parfois, effectivement, ça peut se retourner contre l'action qui est mise en œuvre. Voilà, une action qui est commise avec la peur et regardée, accompagnée par ce phénomène de peur. Et la peur, elle est parfois une bonne alliée, mais elle est parfois le pire ennemi de l'être humain. Donc, peu importe les raisons invoquées, l'autre vous place à ce moment-là, si tant est que vous ayez envie de vous investir, face à ce que l'on appelle l'insécurité affective. C'est-à-dire que vous tenez à l'autre, vous avez envie de vous investir avec l'autre, mais l'autre ne se déterminant pas, ou du moins pas comme vous le souhaiteriez, ne se détermine pas favorablement, eh bien ça crée, ça génère, ça suscite de l'insécurité. Je suis dans une relation qui me convient, mais elle génère de l'insécurité, je suis insécure, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner avec mon chéri ou ma chérie. C'est en ça que le comportement de l'autre vous place face à cette notion, cette perspective d'insécurité affective. Ce qui nous intéresse n'est pas le positionnement de l'autre, puisque vous n'avez pas la main sur l'autre, nous sommes d'accord, l'autre est agi par lui-même et par sa problématique. Vous avez la main, la réflexion du moins, à défaut d'avoir la main, vous avez la main sur qu'est-ce que ça procure chez vous, qu'est-ce que ça produit. Bien évidemment que cette notion d'insécurité, en règle générale, elle est non seulement donc constatée, et en règle générale, elle est acceptée. En quoi elle est acceptée? C'est une acceptation tacite, c'est-à-dire que la personne qui est face à ça reste dans la relation, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles, nous sommes d'accord, mais elle accepte de rester dans la relation. Que le temps, elle se donne un laps de temps ou pas, peu importe, mais elle accepte néanmoins de rester dans la relation. Ce qui se comprend, ce qui peut représenter un danger, parce que finalement quand le partenaire, alors est-il de bonne foi ou pas? Est-elle de bonne foi ou pas? C'est une question. Ça peut être effectivement vrai que la personne, elle est en couple, elle y tienne au couple, à l'autre, au partenaire, mais qu'elle soit habitée, écrasée par
une peur, une inquiétude, une difficulté de lâcher prise. Ça c'est très intéressant aussi, parce que quelqu'un qui effectivement quelque part accepte de rentrer de plein pied dans un couple, s'investit en tant que tel, s'engage, j'aime beaucoup ce mot, s'engager, eh bien, elle lâche prise, parce qu'elle lâche forcément quelque chose. À partir du moment où vous accrochez quelque chose, c'est que vous lâchez forcément autre chose. On ne peut pas tout tenir en même temps. Et d'une, on n'a que deux mains, mais même psychiquement parlant, on ne peut pas tout tenir en même temps, on ne peut pas tout gérer en même temps, c'est pas possible. Donc forcément, ce que vous saisissez vous fait lâcher quelque chose. Mais si le gain est plus important que la perte, en soi, c'est plutôt une bonne chose. Mais à partir du moment où certaines personnes ont du mal à faire ce genre de choix, parce qu'il pourrait y avoir cette logique de la perte. Certes, je vais gagner quelque chose, je vais rentrer dans une dimension qui m'intéresse, qui m'absorbe dans le bon sens du terme, le couple, mais je vais perdre d'une certaine manière ma liberté, ou du moins quand je vais rentrer en couple, je vais être la proie de peur, de réminiscence, de reviviscence, de revivre quelque chose. Mon ex m'a trompé au bout de 3 ans, il s'est passé ci ou ça au bout de 5 ans, j'ai jamais réussi à faire un couple pendant plus de 6 mois, donc forcément je me lance pas en couple puisque je suis voué à vivre que 6 mois, donc puisque je suis voué à vivre que 6 mois dans un couple, effectivement je me lance pas dans le couple. Tout ça c'est des croyances, c'est des fausses croyances, mais elles sont puissantes. Elles sont extrêmement puissantes et elles vous empêchent d'agir ou elles vous empêchent de voir favorablement, positivement, un certain nombre de décisions que vous pourriez prendre. Certes, toute décision, c'est une prise de risque. Il n'y a pas de décision sans que ça soit une prise de risque. Alors bien évidemment, le risque doit être calculé. Un risque, ça s'évalue, ça se calcule. C'est jamais une garantie, il n'y a jamais de garantie. Pareil, il y a bon nombre de personnes qui démarrent une vie de couple en disant « j'aimerais être sûr que ça va fonctionner, mais donnez-moi l'adresse où il y a un truc certain au bout. J'y vais tout de suite, on y va tous ensemble, là, les amis. » On n'ira nulle part, parce qu'il y a un endroit où il y a une certitude à la clé, ça n'existe pas. À partir du moment où vous êtes et vous acceptez ce que je peux comprendre, une relation où votre partenaire vous place dans l'insécurité affective. Même s'il culpabilise d'ailleurs votre partenaire, homme, femme, peu importe, ça ne change pas grand-chose. C'est un moyen de dire oui, tu comprends, je sais que tout repose sur moi, c'est peut-être aussi une bonne manière d'avoir le contrôle, d'une certaine manière. Donc je sais que tout repose sur moi, je culpabilise beaucoup. Oui, bon, ok, c'est dit, ça peut être apaisant, parce que tiens, l'autre prend en considération ce que je vis. C'est pas mal, c'est un plus dans la nature humaine. Plus on fait comprendre que ce que vit l'autre, on le saisit, on le perçoit, plus c'est intéressant, relationnellement parlant. Nous sommes d'accord. Mais à la limite, ça ne fait pas tout. Dire qu'on culpabilise à cause de quelque chose, ça ne veut pas dire que ça tranche et que ça solutionne la problématique. Parce qu'une problématique posée à un instant T, mais l'instant Tx ou T1, ou l'instant T2 ou Ty, et ainsi de suite, c'est-à-dire plus loin dans le temps, peut être exactement le même. C'est pas le tout de culpabiliser en 2024 de ne pas pouvoir se déterminer. En 2025, ça peut être exactement la même chose. En 2026, ça peut être la même chose. En 2027, ça peut être la même chose, et ainsi de suite. Les garanties non seulement n'existent pas, et le temps ne travaille pas toujours pour l'être humain. Le temps travaille uniquement pour l'être humain quand il fait quelque chose de la situation dans laquelle il est. Forcément, quelqu'un qui est indéterminé doit aller, par exemple, très bon exemple, consulter pour dire, voilà, je suis avec une partenaire ou un partenaire, je ne parviens pas à me déterminer à cause de peur, de crainte, d'angoisse, de perte de quelque chose, et je le gère très mal. Et ça se creuse. Ça se raconte, ça se creuse, ça s'analyse, sinon ça risque d'être identique à l'étape d'après. Voire même que ça se renforce. Et oui. Donc quand un partenaire vous dit « tu comprends, je suis un petit peu perdu, je tiens à toi mais je veux pas m'investir », vous avez presque qu'une possibilité, c'est de lui rétorquer « va consulter, va travailler là-dessus ». Et c'est pas une pointe d'humour, c'est sérieux. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que la personne va y aller. Et c'est pas parce que quelqu'un va consulter que la personne parle réellement de la problématique qu'elle rencontre. On peut tourner autour, les périmètres, on peut en faire des très très grands autour de sa problématique. Et puis on peut s'en rapprocher petit à petit aussi. C'est toujours pareil. Les personnes qui sont face à cette situation-là, quelque part, et qui acceptent ça pendant un certain nombre de temps, d'années, quelque part, c'est pas la première fois. Ces personnes-là, hommes, femmes, peu importe, ont déjà, plus ou moins,
plutôt plus que moi, connu l'insécurité affective. Alors il y a 3-4 manières, soit avec la mère, dans la relation à la mère, soit dans la relation au père, pas très sécurisant, soit effectivement dans les parents ensemble étaient dans une insécurité relationnelle. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça va péter? Quelle est la correspondance? Quid de la correspondance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça raconte d'accepter cette situation? Qu'est-ce que ça raconte? Vous pensez bien que ça réactualise, je l'ai dit tout à l'heure, un temps d'insécurité affective, effectivement déjà connu en règle générale par soit les parents, soit le père, soit la mère, soit avec un frère qui n'était pas du tout considérant, mais alors pas du tout, une sœur qui n'était pas du tout considérante, et ainsi de suite, qui ne s'intéressait pas à vous, qui vous envoyait bouler, et ainsi de suite, qui vous renvoyait des trucs très négatifs, voilà, peu importe. Tout ça, ça laisse une trace. Ça peut être dans la famille, ça peut être... Voilà, il y a une trace. À partir du moment où il y a une trace, il y a un vécu, c'est-à-dire qu'il y a un formatage. Vous avez connu ça, et l'être humain peut avoir tendance à, lorsque ça se reproduit, à accepter quelque part que ça recommence et il y est quelque part formaté. Normal, il n'est pas formaté par plaisir, il est formaté parce que la vie l'a confronté à ça. Et que ça laisse une trace bien plus qu'indélébile, et effectivement, l'être humain agit en fonction des outils qu'il a à disposition et de ce qu'il connaît. Certes, vous êtes en droit de dire « ce que j'ai connu qui m'a fait du mal, je ne veux plus en entendre parler », oui, mais quand ce mal, entre guillemets, se remet en place, c'est pas un copier-coller parfait, parce que ce ne sont pas les mêmes personnes qui agissent ou qui interagissent, la personne va présenter des dispositions, des prédispositions que d'autres personnes qui n'ont pas connu ça ne présenteraient pas. C'est ça la vie psychique. Le tout, c'est de le savoir. Et de le creuser, et de le travailler. Pas ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'ai vu une vidéo à Franck Dio, ça y est, c'est réglé. Non, il n'y a rien qui est réglé. Là, c'était une racine, c'était une ébauche. Et ça se travaille. Parce que si ça ne se travaille pas, effectivement, quand vous allez être confronté à ce genre de situation, eh ben, vous ne saurez pas forcément en faire quoi que ce soit. L'être humain, la vie psychique, cherche à retrouver, à renouer avec ce qu'elle a connu, ce qu'il a constitué. C'est une des grandes marques de fabrique de la vie psychique. Et déconstruire cela n'est pas chose simple, il faut le repérer. Comment vous pouvez déconstruire un truc si vous ne savez pas où c'est, vous? Allez-y. Alors effectivement, dans une période d'insécurité relationnelle de ce type, qui donc réactualise des choses déjà vécues, et probablement, une fois sur deux, plus ou moins refoulées, ou mis de côté, mis à l'écart, parce que pénible. Mais vous ne découvrez pas, en règle générale, il n'y a pas de statistiques, et puis de toute façon les statistiques sont faites pour être trompées, on est bien d'accord, mais en règle générale, les personnes qui sont longuement, qu'est-ce que c'est longuement? On est d'accord, on en a parlé tout à l'heure, et de l'élasticité du temps. Le temps, ça longe votre existence. C'est pas le temps qui détermine votre existence. Ça longe votre existence. Voilà, vous êtes capable de porter un œil à tribord. Voilà, tribord, c'est à droite. On est d'accord. Et donc voilà, j'adore le langage maritime. Vous êtes capable de porter un regard à tribord, et puis de voir cette notion, effectivement, du temps qui s'égrène d'une certaine manière, mais qui vous renvoie surtout, alors, qu'est-ce que tu fous? Le temps, il est à côté de vous, il défile, à tribord ou à bâbord, si vous voulez regarder à gauche, c'est pas le problème. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le temps, il longe votre existence, mais il ne détermine pas vos faits et vos gestes, vos actions et vos pensées, et encore moins leur matérialisation. Il y a ceux qui effectivement vont être, il faudra que j'en fasse une vidéo, c'est très important, infirmière ou sauveur, et je vais l'aider à se positionner, ainsi de suite, je vais lui donner du temps, mais le temps que vous donnez à l'autre, c'est le temps que vous perdez vous, c'est toujours pareil, mais c'est plus facile, façon de parler, facile, rien n'est facile, c'est plus facile de dire tiens je laisse du temps à l'autre, plutôt que de regarder le temps potentiel que vous perdez vous. Voilà, c'est un petit arrangement, mais vous n'imaginez pas comme la vie psychique est un petit arrangement permanent, je vous le dis tout de suite. J'ai même pas besoin de vous le dire, ça. Parce que, bien sûr, les personnes ne sont pas dupes, mais quelque part, elles acceptent, il y a une blessure là-dedans. Parce que quelqu'un qui vous dit « oui, je tiens à toi, mais… » point de suspension. Mais il émet un bémol, un hiatus. À quel degré la personne tient réellement à moi? À quel degré la personne m'aime vraiment? L'acceptation de cette position-là, de ce discours-là, de ce sous-entendu-là, elle est pénible. Pour l'estime de soi, l'ego,
c'est très pénible d'être avec quelqu'un, certes que vous aimez fort, tant mieux, mais d'entendre ou d'accepter que l'autre, certes, il m'aime, mais pas au point de s'investir. Bon. Il y a toujours une blessure. Donc, quelque part, en acceptant cette situation-là, vous acceptez effectivement d'avancer avec cette blessure-là. Et en essayant justement peut-être de le corriger, de permettre à l'autre de reste avec moi, avançons ensemble, attention de ne pas le faire pour des raisons d'ego. Voilà, j'ai gagné, mon partenaire a fini par se mettre avec moi définitivement et s'engager. Attention aux engagements qui seraient un petit peu, entre guillemets, un peu forcés. Vous savez très bien que c'est encore le meilleur moyen qu'une fois que l'autre va être dedans, et si l'autre il est mal dans le couple, il va se tirer en courant 2 temps 3 mouvements. Et c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Alors où est le juste milieu? Vous pensez bien que ça n'existe pas le juste milieu, vous le savez très bien. Ça n'empêche pas de s'en rapprocher, comme je dis toujours. À quel degré quelqu'un a la possibilité, effectivement, dans son indécision, de dire « Ok, ben je te l'impose », même s'il dit qu'il culpabilise ou que ça le dérange, il vous l'impose. À quel degré on peut bloquer la vie de quelqu'un en lui disant « Écoute, je t'adore, je te kiffe, t'es génial comme nana, t'es génial comme mec, mais je ne veux pas m'engager. » À quel degré on a le droit, façon de parler, de bloquer la vie de quelqu'un? Bien évidemment, c'est une mécanique plutôt égocentrique. Hein, je tiens à toi, mais je ne veux pas m'investir ou j'ai peur de m'investir. Donc, ça s'impose. Voilà. C'est une notion égocentrique. C'est ma vision à moi des choses s'impose à nous deux, je te l'impose, elle s'impose à nous deux, nous sommes obligés de composer avec ma problématique à moi. C'est toujours la notion égotique, égocentrique de l'être humain qui tente, entre guillemets, d'imposer à l'autre sa vision, sa notion, sa souffrance, ses pénibilités, ses contrariétés. L'autre, effectivement, a peut-être un ego pas forcément super stable, super puissant, effectivement, accepte cette notion d'avancer avec l'autre dans une forme, plus qu'une forme, d'insécurité, qui réactive des choses, et c'est le problème, c'est pour ça que je vous parle souvent des couples, c'est le problème de la vie de couple, c'est la problématique de l'un qui essaye de s'imposer, s'intégrer à l'autre, et ce sont un couple, c'est 2 personnes qui se rencontrent, mais c'est surtout 2 problématiques. Et jumeler ces 2 problématiques, essayer de les confronter, de les faire avancer ensemble, de concert, n'est pas chose simple, c'est un exercice superbe. Alors évidemment, l'autre peut très bien dire « Écoute, je te retiens pas, je comprendrai que tu t'éloignes, je comprendrai que tu t'en ailles », et d'une, il vous fait jouer le mauvais rôle quand il fait ça. Parce que ça veut dire c'est toi qui vas prendre la décision, c'est pas moi qui la prends, c'est toi qui vas la prendre. En soi, la personne a raison. C'est à vous de prendre les décisions pour votre existence. Ça me paraît absolument incontournable. Après, c'est très compliqué de prendre des décisions de ce genre. Pourquoi? Certes, vous n'y trouvez pas forcément votre compte. Mais néanmoins, il y a des compensations absolument extraordinaires, avisées de remarquables. Ce que ce mec ou cette nana m'apporte, certes, il y a l'insécurité affective, je ne suis pas sûr, puisque le couple peut péricliter du jour au lendemain. Mais néanmoins, ce qu'il m'apporte ou ce qu'elle m'apporte, personne d'autre ne me l'a apporté, ou j'aurais vraiment besoin de ce qu'il m'apporte. Il y a des compensations absolument formidables, à viser de remarquables, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça, c'est ce qui maintient un certain nombre de personnes, et ça peut se comprendre. Ça peut largement se comprendre. C'est pour ça que d'arriver la gueule enfarinée, de dire aux gens « Ouais, c'est quoi cette histoire, d'où tu restes, faut se barrer, et ainsi de suite, ceci, cela ». Ça, c'est toujours facile, ce genre de discours. Et on ne peut pas se permettre de tenir ce discours-là, l'être humain. Parce qu'il y a une problématique derrière ça. Et que cette problématique, il faut la regarder de près. Il faut l'analyser, la décortiquer et voir à quoi elle correspond. Et il y a de tels enjeux qu'effectivement, la solution, la décision et la solution juste n'existent pas. Parce que fondamentalement, il y a forcément cette notion de la perte. Certes, si la personne dit « stop, j'arrête la relation », elle gagne le fait qu'elle n'est plus dans l'insécurité affective et qu'elle va pouvoir se reconstruire avec quelqu'un d'autre qui va lui proposer autre chose que de l'insécurité affective. Mais il y a une perte, la perte de ce que cette personne lui amenait, tout simplement. Donc, le défi étant tellement grand, tellement ample, que un tien vaut mieux que 2 tu l'auras, c'est une expression, elle est totalement juste
en la matière, effectivement, se positionner, se déterminer de perdre quelque chose qui est une nécessité, l'amour reçu par l'autre, le plaisir, si tant est, effectivement, sexuel et autres, la tendresse, une certaine considération ou une bonne considération, indépendamment de cette notion, effectivement, d'insécurité. L'autre, tant qu'il maintient le système qui lui convient, l'autre, homme-femme, peu importe, celui qui crée de l'insécurité, il est capable d'être formidable ou elle est capable d'être formidable avec vous à chaque fois qu'elle vous voit. Ben oui, parce que elle, la personne, l'autre qui crée de l'insécurité, elle n'est pas en insécurité. Elle sait qu'elle s'est positionnée, elle a été honnête, c'est vrai que c'est honnête, mais à la limite, donc pas de stress. Tant que ça aura du sens pour moi, je le ferai. Le jour où ça aura pas de sens, après tout, j'avais déjà expliqué que j'étais pas sûr de mon coup. Donc cette personne-là n'est pas dans l'insécurité. C'est très contrôlé, c'est très maîtrisé d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de très égocentrique finalement là-dedans, dont je vous en parlais tout à l'heure. Donc, facile de dire, vas-y, prends la décision, ainsi de suite, ceci, cela. En soi, oui, l'être humain, il est propriétaire de ses décisions, il faut les assumer, mais il y a une telle notion de perte, il y a un gain, bien sûr, dans toute décision, il y a un gain, mais il y a une telle notion de perte, et notamment concernant l'amour, potentiellement la sexualité, la considération, un truc qui se passe avec l'autre, ça peut être des conversations, ça peut être tout un tas de choses, qui fait que l'être humain accepte allègrement de maintenir longuement des relations qui les placent pourtant dans l'insécurité. À chacun de travailler sur effectivement la situation dans laquelle il est et d'essayer d'élaborer le chemin qui lui semble le plus juste. Il n'y a pas de chemin parfait. Il y aura de la peine, il y aura du lâcher-prise, il y aura de la perte de quelque chose. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est ce que l'autre m'apporte, mais je dois accepter l'insatisfaction dans laquelle il me place et l'insécurité dans laquelle il me place, ou est-ce qu'effectivement je prends ma vie en main, je lâche l'affaire, comme dirait l'expression, et j'avance sur mon chemin, je prends la décision d'arrêter. Mais je perds quelque chose de gros que je ne suis pas sûr de retrouver. Il n'y a pas de solution idéale, ça n'existe pas. Il y a plein de situations, et notamment concernant l'amour, où l'être humain il est face à une problématique et à des choix qui, quoi qu'il arrive, sont des choix qui vont générer de la perte. Et pas de la perte de petits trucs, la perte de très grosses choses, de choses très importantes. Capitales pour ne pas dire. Le paradoxe, c'est un paradoxe. C'est soit moi paumé, indécis, soit tu vis ta vie. C'est paradoxal, mais à la limite, comment vous pouvez trancher une situation pareille? Mais attention au maintien dans une situation que vous avez déjà connue. Certes, la boucle psychique, psycho-affective sera bouclée, on est bien d'accord, attention, ce n'est pas bon pour vous, mais en tout cas, c'est compréhensible qu'une personne accepte d'être là-dedans. Idem, est-ce que vous l'avez déjà connu avec d'autres partenaires précédents? Est-ce que c'est la première fois que vous rencontrez ça, de toute votre vie? Donc forcément, vous êtes complètement éberlué, interpellé, interloqué. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça marche? On est bien d'accord. Tout ça, ça se pose, ça doit se questionner. Alors ça peut être très manipulateur aussi, hein, la personne vend ça, mais en fait, fondamentalement, elle sait très bien, la personne, qu'elle n'a pas envie de s'engager. Voilà. Mais au lieu de dire non, j'ai pas envie de m'engager, effectivement, c'est sous-entendu, c'est présenté autrement. Donc ça peut être un peu manipulateur, tout comme la personne peut être effectivement très honnête, elle tient la personne, elle tient à vous, elle tient à la relation, mais pas au point de s'engager. Cette personne a une problématique d'engagement, pour des raisons que vous connaissez plus ou moins, mais qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on connaît de soi et de ce qui nous bloque? C'est pour ça que je vous dis que ça se travaille. Quelqu'un qui vous dit « j'ai cette problématique-là » et qui attend que ça se passe, je ne vois pas comment les choses vont pouvoir s'améliorer. Je ne vois pas. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. En général, ça doit se travailler. L'autre d'ailleurs se dit « j'ai été honnête, j'ai dit la vérité ». Elle me dit qu'elle est insatisfaite, ou il me dit qu'il est insatisfait, mais il est toujours là. Donc, à la limite, je ne vais pas trop me poser de questions, l'autre il est là. Méfiez-vous de votre système de tolérance, d'acceptation, d'ouverture, de bienveillance, ça pourrait être utilisé contre vous, c'est un risque, c'est un risque. Pourquoi l'autre va se remettre en cause à des degrés extrêmement élaborés, compte tenu qu'il voit qu'effectivement vous êtes là, bienveillante, aux petits soins, aimante, aimant, et ainsi de suite. Voilà, permissif, attention à ça. Ça se fait tout seul. Attention à ça, ça ne veut pas dire lâche l'affaire. Non, ça veut dire qu'il faut être conscient de cet enjeu-là, qu'est-ce que vous êtes capable de faire là-dessus. En tout cas, prenez conscience que l'autre, effectivement, ce sont des informations favorables, est un être humain, tant qu'il a des informations favorables, il se bouge un peu moins que quand il n'a pas d'informations favorables. C'est accessible pour eux, parce que, à la limite, c'est je sais que l'autre est tellement attaché à moi, tellement amoureux, que finalement, je risque pas grand-chose. Donc, à la limite, j'ai de la marge. Et ça, c'est un souci.
Parce que face à une problématique d'indécision et une problématique de ne pas vouloir s'engager, il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de marge, ou c'est une marge qui risque de faire mal. C'est un vrai souci. Face à la béance, les personnes ne prennent pas de décision. Alors il y a des personnes qui décrochent, mais effectivement, elles raccrochent de nouveau, parce qu'il y a le vide, il y a le manque, et il y a la culpabilité. Je l'ai quitté alors qu'il disait qu'il m'aimait, ou elle disait qu'elle m'aimait, mais que finalement elle était indécise, j'étais dur, machin, et ainsi de suite. Et les personnes y retournent. Et ça ne se juge pas, ça, ou c'est trop facile de juger. Il y a des enjeux, et au nom de ces enjeux, la personne y retourne. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose, mais ça a une logique, il y a une correspondance, il y a une explication, il y a une analyse possible, et elle est rationnelle, elle tient la route. Il y a plein de choses que l'être humain fait, c'est rationnel, ça tient la route, et ça ne veut pas dire que c'est bon pour lui, mais néanmoins il le fait, ça correspond à quelque chose. C'est pour ça que le travail sur la culpabilité, j'y reviendrai dans une autre vidéo, je l'ai déjà fait, mais la culpabilité, c'est une notion à travailler. C'est pas parce qu'on culpabilise de quelque chose que forcément il faut faire machine arrière à chaque fois. La démarche qu'on a eue, elle est peut-être effectivement culpabilisante d'une certaine manière, en fonction de certains prismes, mais en fonction de vous-même et de vos besoins et de vos intérêts et de votre protection, vous n'aviez pas d'autre choix que de décider ça. C'est très intéressant, ce travail aussi sur la culpabilité. L'être humain n'a pas besoin de ça. Or, les personnes effectivement qui sont dans cette situation-là ne sont pas les personnes qui ont la plus grande estime d'elles-mêmes, la confiance effectivement au beau fixe, et ainsi de suite. Donc il y a du lien, il y a une logique là-dedans. Vous pensez bien que cette logique, elle déclenche d'autres mécanismes, vos propres peurs, vos propres angoisses, vos propres souvenirs, vos propres troubles. Ça peut même générer du symptôme, un syndrome qui est un ensemble de signes cliniques. Pas mal de personnes restent dans ce type de relation, ce que je peux largement comprendre, je vous parle de ça depuis tout à l'heure, mais dans l'attente de. Or, une situation où vous êtes dans l'attente de quelque chose qui repose sur la décision de quelqu'un d'autre, c'est toujours extrêmement biaisé, c'est toujours extrêmement glissant, parce que vous n'avez rien entre les mains. Et l'attentisme, effectivement, c'est l'une des pires postures qui existent pour l'être humain. Donc, et vous pourriez reprocher à l'autre, effectivement, d'avoir fait son petit truc pendant un certain laps de temps, et puis d'avoir pris la décision comme on lui semblait, ainsi de suite. Quelque part, vous lui avez laissé cette possibilité-là à l'autre de pouvoir agir comme ça. C'est toute la fourberie du système. C'est vrai que l'idéal, c'est de se fixer un délai, mais le problème, c'est qu'une fois que ce délai arrive, c'est la crise d'angoisse pour vous, c'est la culpabilité, c'est une décision à prendre, on revient au point de départ, de ce qu'on a dit tout à l'heure, et ainsi de suite. Et ça, il faut le savoir. Vous lancez votre compte à rebours, vous dites, allez, dans un an, je me détermine. Les premiers mois, tout va bien. Et à partir du 10e mois et du 11e mois, vous allez voir, vous allez vous marrer. Tout le contraire, hein. On est d'accord. Il y a de l'idée, mais dans l'idée, dans la matérialisation, ça va générer des complications. Il y a des personnes, dès que ça devient insécure, dès qu'elles sentent ces personnes, hommes, femmes, peu importe, plutôt féminins en règle générale, dès qu'elles sentent que c'est insécure, que ça réactive des choses, ou sans être conscientes que ça réactive des choses, elles sentent l'insécurité, l'inconfort que ça génère pour elles arrêtent. Il y a des personnes, notamment des femmes, qui dès que ça devient insécure, inconfortable, stoppent la relation, prennent la décision de stopper la relation, expliquent que c'est trop compliqué, l'autre revient plus ou moins, ça marche pas, parce qu'elles se protègent. Pas envie de souffrir, et d'une, à la mesure de ce qu'elles ont peut-être déjà connu dans une relation de couple, et qui avait été compliquée, qui avait été incertaine et infructueuse, et aussi à la mesure d'un passé compliqué, difficile. Au nom de cela, et ça se respecte, au nom de cela, ces femmes-là se protègent, se préservent. Ces personnes-là, c'est plutôt féminin, mais plutôt ne veut pas dire 100%. Plutôt, c'est un 2/3, en fait, si vous voulez, 2/3 à 1/3, voilà. 2/3 féminin, 1/3 masculin, peu importe, les proportions, les statistiques sont faites pour être trompées, mais en gros, c'est un petit peu ça, finalement. Mais ces personnes-là s'auto-protègent. Je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de meilleur autoprotecteur que vous. Bon, donc cherchez pas quelqu'un, puisqu'il n'y en aura pas, ça sera vous. Eh bien, ces personnes-là, et ne reviennent pas en général sur leurs décisions, même si c'est compliqué, même si c'est chaotique, tempétueux, il y a un mauvais moment à passer, il y a une véritable tempête, force 10, force 12, n'est-ce pas? Mais elles font front, ces personnes-là, pour effectivement mettre fin à quelque chose qui est inconfortable, insécure et qui va durer dans le temps, et ces personnes-là le savent très bien à l'avance. Donc c'est une logique de précaution, moyennant tumulte, moyennant tempête, mais c'est une tempête de précaution, c'est une tempête qui va durer
un certain laps de temps, c'est mieux qu'une tempête quasi permanente pendant un certain nombre d'années. Donc c'est de la logique préventive. La logique préventive, donc, ça s'entend, ça se comprend et ça se respecte. Chacun cherche un moyen, une méthode, un fonctionnement pour souffrir le moins possible compte tenu de son passé, pour ne pas dire de son passif, c'est-à-dire de ce qui a beaucoup souffert. Et il y a toujours le risque que ça continue de souffrir, et quand les personnes voient que, de nouveau, quelque chose commence à s'illuminer dans le mauvais sens du terme, à clignoter, warning, red flag, et ainsi de suite, eh bien ces personnes, stop, cessent ce genre de relation. Tout le monde n'est pas forcément capable de le faire parce qu'il y a d'autres éléments qui vont rentrer en ligne de compte. On l'a vu dans le cours de cette vidéo. Voilà, il me semble avoir été exhaustif sur le sujet, il y aurait encore tant et tant de choses à dire, on en reparlera, mais bon, en tout cas, en gros, les idées que je voulais vous faire passer, je crois qu'elles sont dans la boîte. Mais je pense que ça peut vous être très utile, du moins c'est en ce sens que ça a été fait. Il n'y a plus de règles, hein. On se voit plus toutes les semaines, ça c'est sûr. Mais si des fois, au bout d'une semaine, j'ai envie de faire passer une vidéo, je la ferai passer, et puis à la limite vous serez content. Mais il n'y a plus de règles précises, en tout cas, il n'y a plus cette automaticité d'une vidéo par semaine. Ça me va comme ça. Puis ça correspond surtout à mes possibilités. A très bientôt, chers amis, chers abonnés, à très bientôt, prenez grand soin de vous.